donc passer à cette autre pratique vertueuse qui est le tri à la source, dont vont témoigner Éric Buffo du SMICVAL au Libournais et Michel Kneur du syndicat mixte Tannes-Cernay, et Muriel Olivier de la FNAC va nous rejoindre. La table ronde a été intitulée Le tri à la source, un choix pertinent, et pertinent bien sûr, il est même indiscutable puisque, on ne cesse de le rappeler, toutes les collectivités doivent installer un système de tri pour l'ensemble de leurs usagers d'ici 2025. Alors, ça peut consister en du compostage individuel pour l'habitat pavillonnaire, du compostage de quartier pour l'habitat collectif, ou encore en une collecte séparée. Une centaine de collectivités en France la pratiquent. Nicolas Garnier a dit que ça concernait à peu près 5 millions d'habitants. Parmi ce panel de collectivités, 2 d'entre elles particulièrement en pointe sont en tribune. Il s'agit du SMICVAL du Haut-Libournais, représenté par son directeur du développement, Éric Buffo. Nous sommes là en Gironde. C'est le territoire du Saint-Émilion, notamment, je le sais, parce qu'après nous aurons cru en Alsace. Sur le territoire de Tannes-Cernay, dont le président Michel Kneur va nous présenter la politique. Excusez-moi. Muriel Olivier. Pardonnez-moi. Non, je crois que c'est passé. C'est passé. Muriel Olivier, vous êtes vice-présidente de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement. Et vous nous livrerez le point de vue des professionnels sur la collecte séparée et les contraintes qu'elle entraîne au plan pratique. Alors j'ai envie de vous interroger un petit peu tous les deux en parallèle pour vous poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui vous ont conduit à retenir ce choix d'une collecte séparée? Avec quelle performance et surtout quelle stratégie pour maîtriser les coûts? Puisque, rappelons-le, vous êtes tous les deux membres du réseau Compost Plus. C'est une association de collectivités qui s'évertue à démontrer que non, la collecte séparée, ce n'est pas forcément une tournée de plus. En tout cas, ce n'est pas automatiquement un surcoût. Comment avez-vous fait pour le maîtriser sur votre territoire? Le syndicat, effectivement, on est 200 000 habitants en compétences collecte et traitement, et nous opérons la collecte des biodéchets depuis 10 ans. Et comme ça a été dit précédemment, on ne fait pas les choses par hasard, il y a forcément un contexte, un milieu. Le nôtre, il est mixte rural et une histoire. Et nous faisions de la collecte du compostage sur OM brut jusqu'en 1999. On l'a arrêté, on a changé complètement de stratégie. Alors non pas pour aller vers le TMC maintenant, mais pour aller vers une collecte la plus qualitative possible. Et aujourd'hui, notre compost, il est certifié agriculture biologique. Et notre plateforme est labellisée d'un référentiel que le réseau Compost Plus a produit l'année dernière, qui s'appelle ASCA, qui est un référentiel qui mixe un petit peu les exigences de qualité de service avec l'ISO 9001 et 14001, et puis le référentiel écolabel, voire agriculture biologique. Voilà, donc on est vraiment sur un label extrêmement qualitatif. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 50% de recyclage, alors on n'est pas au 65%, et la matière organique y contribue à hauteur de 15%. Donc c'est clair, enfin tu l'as dit Nicolas, on n'ira pas à 65% sans matière organique. Et notre stratégie n'est pas une stratégie de collecte porte-à-porte, c'est une stratégie de détournement de la matière organique. Dans un syndicat comme le nôtre, assez typique de plein de syndicats en France, on est pas en milieu rural, on est de 200 000 répartis sur 140 communes, on a des territoires qui sont adaptés à la collecte porte-à-porte et d'autres pas assez denses qui ne le sont pas. Et notre objectif à nous, c'est de proposer à l'habitant une solution de détournement de la matière organique. Et on voit à travers cette stratégie-là de multiples opportunités. C'est ma conclusion. Et je vais en venir à ma conclusion. Et puis ensuite, je pourrais vous expliquer quel modèle technique et économique on a mis en place et qui montre aujourd'hui une efficacité assez redoutable. L'opportunité que l'on a trouvée en changeant de cap, et je dirais aussi aujourd'hui après 10 ans de pratique, évidemment on a essuyé les plates, on a fait des bêtises, on a tiré des enseignements et aujourd'hui on a des enseignements que l'on fait partager à travers le réseau Compost Plus de ce qu'il vaut mieux éviter de faire comme bêtises que sur les outils de pré-collecte, sur la communication, sur les moyens de collecte, sur les moyens de traitement. Donc ça on le met à disposition dans notre réseau. Non pas pour inviter à faire les autres comme nous, mais à tirer profit de cette expérience. C'est pas utile de refaire les mêmes bêtises.
Aujourd'hui, on a cette expérience. On tire donc de ces enseignements 4 ou 5 énormes opportunités grâce au tri à la source des biodéchets. La première d'entre elles, parce que finalement on n'a pas beaucoup dit, c'est que quand on a une stratégie vis-à-vis de l'habitant pour détourner, pour aider à trier à la source ces biodéchets, on est sur un panel beaucoup plus large du changement de comportement, qui est la clé de voûte de nos métiers. Quand on parle d'emballage, quand on parle de REP, de filière, quand on parle de réemploi, quand on parle de gaspillage alimentaire, on parle de changement de comportement. Et quand on fait du tri à la source des biodéchets, on a l'opportunité d'ouvrir le spectre et d'aller vers des changements de comportement. Et je pense là au gaspillage alimentaire. Et c'est assez étonnant d'en parler assez peu parce qu'on s'arc-boute sur des coûts. On est tous contraints, alors nous techniciens par nos élus, les élus par la population, de maîtriser les coûts. Et on est là à se tordre l'esprit, à limiter les augmentations, essayer de gagner 1 euro, d'en perdre 1. Grosso modo, la gestion des déchets, c'est 100 euros par habitant. Chez nous, c'est 107. Eh bien, dans un coût quasiment équivalent, voire supérieur, le gaspillage alimentaire coûte exactement la même chose à l'habitant. Et donc, plutôt que de s'échiner toujours à réfléchir à des sujets, comme tu disais, sur les 5 millions d'habitants concernés par des sujets et on se crêpe, bon, ben, mettons autant d'énergie à vouloir lutter contre le gaspillage alimentaire. Et quand on traite du changement de comportement sur le tri à la source pour l'habitant, on ouvre ce champ-là. Et on offre une occasion d'avoir des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est notre propos vis-à-vis des habitants. Et bien entendu, c'est pour les uns la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour les autres en plus la proposition d'une gestion domestique. Nous, on distribue 2000 composteurs individuels par an sur notre territoire. Aujourd'hui, on a la moitié des habitants qui font du compostage individuel et un quart qui fait la collecte au porte-à-porte des biodéchets. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une gestion mixte. La deuxième opportunité, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, on peut tout à fait aller vers une gestion, un tri à la source, en maîtrisant ses coûts. Alors bien entendu, s'il s'agit de rajouter un camion à ce qu'on faisait avant, il ne faut pas faire d'études, ça coûte plus cher. Un camion, ça coûte 800 euros à la journée. Si vous revenez avec 2 tonnes de biodéchets dans un camion de 800 euros, ça vous fait 400 euros la tonne. Ne faites pas d'études, le calcul est fait. Évidemment, nous on a commencé par là, on a essayé de faire mieux en faisant de la collecte compartimentée. Eh bien, ce qu'on est en train de découvrir et le modèle qu'on est en train de tester, et plus que tester puisqu'on est en train de le développer, c'est qu'on peut très bien maîtriser les coûts si on repense radicalement la collecte. Alors ça tombe bien, on parlait tout à l'heure de la loi sur la transition énergétique. En même temps, cette année, il y a eu un grand moment avec le fameux décret d'e-collecte qui nous permet d'assouplir les rythmes de collecte. Sur notre territoire, enfin, moi je connais que 3 ou 4 façons d'inciter les habitants à faire quelque chose. La communication, ça marche quand on est dans des phases de développement sur un nouveau service, mais en phase de routine, quand quelqu'un n'a pas changé son geste de tri pendant 10 ans, la 11e année, si vous ne changez pas votre façon de faire, il ne changera pas non plus. Donc ça ne marche plus trop. L'incitativité fiscale, ça fait ses preuves du point de vue du changement de comportement. Bon, sur notre syndicat, on avait décidé, pour des raisons de transfert de fiscalité, de ne pas le faire. Eh bien, on a été sur une autre voie, qui est l'incitativité technique. Et on s'est dit, si on veut que les habitants trient plus, parce qu'on a mis des moyens avec des sacs en amidon de maïs, des biosous de cuisine, des bacs, eh bien, on va réduire la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles. Et c'est ce qu'on a fait. Et on passe donc dorénavant, progressivement, là où on avait des biodéchets, on a passé les ordures ménagères résiduelles de une collecte par semaine à une collecte toutes les 2 semaines. Le résultat est étonnant. Il faut mettre beaucoup de moyens de communication, pas de concertation par les midi, mais d'explication pédagogique. Ça se passe super bien. Et nos ordures ménagères résiduelles sur ces communes-là sont passées du jour au lendemain de 220 kg d'ordures ménagères par habitant et par an à 150 kg en moyenne, 120 kg sur certaines communes. Et d'autres collectivités du réseau Compost Plus qui ont été un cran plus loin en mettant en plus la redevance incitative, sont passés sous la barre du seuil des 100 kg d'ordures ménagères résiduelles. Et tout ça, sur notre territoire, à un coût constant. Parce que les moyens supplémentaires que l'on met en communication, en pré-collecte et en collecte sont compensés également par les coûts évités, sachant que par ailleurs, on gère en régie une plateforme de compostage dont le coût de traitement est inférieur à 60 € la tonne.
Voilà une opportunité pour nous de nous obliger, si on veut rendre le système pertinent économiquement, à repenser toute la collecte. Et c'est bien le moment. On est, par exemple, en train de faire une étude. J'élargis un peu le débat pour se dire, mais pendant 20 ans, on a mis tous nos moyens techniques sur les flux qu'on ne voulait pas, l'ordure ménagère, et de moins en moins de moyens sur les flux qu'on voulait, l'emballage, les papiers, les biodéchets. Ben tiens, si on faisait le contraire. Voilà ce type de raisonnement auquel nous conduit la réflexion sur la collecte des biodéchets. Donc, vous voyez l'opportunité que ça représente de se bousculer la tête dans une collectivité comme la nôtre. Il y a une troisième opportunité. Bon, je l'ai dit, c'est quand même de tendre vers les objectifs de la 3 lois sur la transition énergétique. On a la chance dans notre syndicat d'avoir des élus très loyalistes. On nous a fixé un objectif, on veut y tendre. Et on est maintenant à peu près persuadé qu'on peut y arriver avec ce mode de collecte des déchets, mais également en repensant tout le reste. Et puis il y a enfin une énorme opportunité, et ce n'est pas du laïus, c'est vraiment de dynamiser l'économie locale. D'abord, c'est l'emploi local, de grande proximité. On dit toujours, c'est caricatural, mais ce sont les ordres de grandeur. Le recyclage va produire 10 fois plus d'emplois que l'enfouissement ou le traitement par incinération d'ordures ménagères. On voit bien que sur notre plateforme de compostage, on traite 20 000 tonnes de déchets verts et 1500 tonnes de déchets, on a 4 personnes. Si on avait été en enfouissement, on en aurait eu une. Ensuite, on a des installations plutôt modestes, une plateforme de compostage. La nôtre, c'est une plateforme végétaire améliorée, avec de l'aération forcée, on pilote la température, l'oxygène, et quelques millions d'euros, assez simplement gérée, bien maîtrisée. On en fait la preuve puisqu'on produit un compost agréé agriculture biologique. Et donc, c'est quand même souple et reproductible sur des échelles cantonales, j'allais dire. Ensuite, donc, on peut garantir un compost de très haute qualité. Vous avez parlé de notre environnement viticole. Chez nous, c'est Saint-Émilion, Pomerol, les Côtes de Bourg, les Côtes de Blaye, le Front-Salais. Enfin, on peut changer toutes les semaines. Bon, imaginez la pression que l'on peut avoir. 70% de compost est vendu aux viticulteurs et 30% en particulier. On le vend 30 € la tonne et on rajoute des prestations d'épandage pour ceux qui en ont besoin. On vend tout, assez facilement d'ailleurs. Ça montre que si le produit est de qualité, les études de marché sont même plus nécessaires, il y a des marchés. Et donc on rend, enfin on parle d'économie circulaire, on a de l'emploi, on prend un déchet, on fabrique de la ressource et on la redonne au milieu d'origine. Donc si ça c'est pas circulaire, des circuits courts et maîtrisés, je ne sais pas de quoi je parle. Voilà, et donc on est vraiment sans gloser, sans être dans des grandes pensées, sur une véritable économie circulaire qui génère du développement économique local à haute valeur ajoutée. Et sans dire et sans faire la guerre des systèmes, en tout cas, nous on est sur notre territoire, avec l'histoire que l'on avait, sur notre milieu, on est persuadé de tenir là un modèle qui se tient, qui est audible, qui est acceptable par la population, par nos élus, et qui nous donne, on a tous, en tout cas moi, 20 ans d'expérience dans le métier, qui nous dresse probablement les 20 ans à venir avec le changement de comportement, l'incitativité fiscale, l'économie circulaire. Et je terminais en disant qu'à force de réfléchir comme ça, on est en train de construire une nouvelle déchetterie qui n'est plus une déchetterie, mais un supermarché inversé. On pourra autant reprendre que donner. Et voilà ce genre d'opportunités que nous offre une réflexion la plus large possible. Merci Éric Buffo. Vous parlez des collectivités qui étaient allées un cran plus loin en mettant en place la redevance incitative. C'est le cas du syndicat mixte de Tannes-Cernay qui produit aussi des grands crus de compost. Les grands crus d'Alsace. Mais par contre, nous n'avons pas encore réussi à convaincre nos viticulteurs d'utiliser notre compost, qui pourtant est également, il est sur certaines analyses AB, d'autres pas, mais enfin on est sur la limite AB également, vraiment sans problème. Et puis bien sûr, on est écolabel européen depuis qu'on est passé en collecte sélective. L'histoire, elle est très proche. Je vais essayer de ne pas trop répéter, puisque nous, c'était aussi partie d'une structure où on compostait à partir de ordures ménagères en mélange, avec un incinérateur encore à bout,
En ce temps-là, j'étais déjà élu, mais pas sur les déchets. J'étais du côté société civile qui s'est battue pour ne pas reconstruire cet incinérateur. Je pense que si on n'avait pas gagné, c'est une bataille de 8 ans quand même, si on n'avait pas gagné aujourd'hui cet incinérateur, je pense qu'on l'aurait inauguré, mais vide, et on ne l'aurait jamais mis en marche, puisque les autres incinérateurs de la région sont en vide de fou. Donc présenter les deux collectivités, enfin ces deux collectivités imbriquées, si vous voulez. Je suis président d'une petite collectivité, 42 000 habitants, qui s'occupe donc de la collecte, nous n'avons pas les deux, et je suis vice-président du syndicat qui s'occupe en fait du traitement. Donc juste pour dire, nous sommes effectivement en redevance incitative, avec, en partant du volume du bac mis à disposition à chaque foyer, avec une facturation individuelle, y compris dans l'habitat collectif. En DMA, on varie entre 520 et 540. S'il y a un peu de sécheresse, il y en a un peu moins, puisque c'est gravat et Michel a compris. La collecte sélective des emballages, les papiers cartons, etc., c'est depuis 1999. La collecte des biodéchets en porte-à-porte, c'est depuis 2010. Pour le traitement, c'est un peu plus important puisqu'on s'occupe de 160 000 habitants. Donc aujourd'hui, on transfère, si vous voulez, sur les incinérateurs qui existent et comme dit, qui ont des vides de four, ce dont on a besoin, ce qu'on doit apporter à un incinérateur. Je crois que chez nous, il reste encore 17% sur les 530 kilos qui partent en incinérateur et à peu près la même chose qui part en enfouissement. Donc tout le reste est valorisé. En valorisation matière, nous on est déjà au 65% et en valorisation globale, donc le calcul, ça doit faire du 80, enfin, plus de 80%. Donc on est largement déjà, on a déjà atteint les 2025 et on veut aller encore beaucoup plus loin. Je pense que c'est tout à fait possible. Ce qui est important, et vous en avez aussi parlé, c'est que c'est une vue d'ensemble, et dans cette vue d'ensemble, bien sûr, il y a toute cette politique aussi de prévention qui est importante, où il faut largement se mobiliser. Et pour ma part, je trouve que sur la politique définie globalement, c'est un élu qui parle, je suis élu malheureusement depuis trop longtemps, puisque ça fait 21 ans, mais donc c'est les élus, je trouve, qui sont beaucoup trop frileux, alors que c'est plutôt la population qui est en attente d'avoir des réponses par rapport aux déchets, et il y a une acceptabilité très très facile sur le territoire de changements. Alors les changements aussi, nous on les a fait de façon assez brusque en 2010. On a mis les gens un peu devant le fait accompli au 1er janvier, et ça a très bien fonctionné, puisque on voit dans les résultats des collectes, oui. Alors, difficile de reprendre, comme dit, je crois que globalement l'analyse elle est la même. On maintient nos coûts, ça fait, j'ai fait quasiment, enfin le budget est quasiment clos maintenant pour l'année prochaine, je le présente dans quelques jours. On maintient nos coûts, tout le coût aidé, enfin tout le global, on va tourner à peu près à 105 € par habitant par an, et c'est le même coût depuis, c'est la 6e année de suite. Et je vous rappelle, nous sommes en redevance, donc nous n'avons, contrairement à la taxe, où il y a une revalorisation des bases, ça veut dire que par rapport à une taxe, nous avons un différentiel, je ne vais pas calculer sur les 6 ans, mais qui doit être bien de 7 ou 8%, que nous avons absorbé. Et la TVA, bien sûr, que nous avons également absorbé. La problématique de la TGAP, par contre, pour nous, pose beaucoup moins, puisqu'elle ne nous concerne quasiment plus. On a quand même peu de flux qui sont concernés aujourd'hui, et comme c'est des flux qu'on veut encore diviser par 2, il va nous rester, j'espère, dans pas très longtemps, encore 15, même pas 20% des flux qui seront concernés par le TGAP. Donc je trouve l'effet bénéfique de la TGAP, elle a joué à plein chez nous. Ça veut dire que vous envisagez de tomber autour de 50 kilos par an et par habitant de production résiduelle? Oui. Simplement, je suis allé voir un peu ailleurs ce qui se fait. Dans d'autres, je reviens régulièrement j'ai déjà fait 2 visites de plusieurs jours, entre autres en Italie, où nous arrivons à cela.
Nous, nos calculs, on a fait des caractérisations sur les ordures ménagères résiduelles. Si on arrivait à tout extraire aujourd'hui, il nous resterait 42 kilos, c'est tout. Or, aujourd'hui, on est à 94 kilos, donc on n'arrivera pas à sortir les 50 kilos de différence. Mais je pense que plus de la moitié, oui, et dans une échéance assez brève, je parle de 3-4 ans, 5 ans maximum, enfin, c'est très proche. Voilà. Oui, juste une précision, nous on n'est pas là quand même, mais on n'a pas la redevance incitative, donc à mon avis, il y a effectivement un palier à 150 kg par des réductions de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles, et un autre palier à moins de 100, en rajoutant une redevance, enfin une fiscalité incitative. Ce que je voulais vous dire pour les techniciens, parce qu'on est sur une partie plus pragmatique, dans l'expérience, parce qu'on a fait les enquêtes de terrain, les suites tournées, etc., sur les collectes de biodéchets, on est à peu près à 40 kg par habitant et par an. Mais pour autant, quand on fait un suivi de tournée, on a un taux de participation d'environ 40%. Alors on pourrait s'étonner et puis se dire, c'est bien la preuve qu'il reste beaucoup de matière organique dans la fraction des OMR. Alors en fait, après enquête de terrain, de voisinage, j'allais dire, on a à peu près un tiers des personnes qui participent à la collecte porte-à-porte, un tiers qui gère de façon domestique la matière organique par alimentation animale, compostage domestique, et un tiers qui répond toujours pas à l'injonction, même quand ils ont les OMR à collecter une fois tous les 15 jours. Et c'est probablement là que l'incitativité fiscale pourrait permettre d'aller chercher des gens qui répondent pas à la contrainte technique, qui répondent pas à l'injonction de communication. Mais voilà à peu près comment ça se répartit chez nous. Donc on a encore, nous, de la marge, et je comprends pourquoi il y a un écart entre nous qui n'avons que la taxe et une redevance incitative qui probablement peut aller chercher la frange de population qui répond à rien, y compris quand on passe plus pour les ordures ménagères. Je ne sais pas comment ils font, mais qui se contentent de plus. Alors, en réunion publique, tout le monde crie, mais ensuite, ça ne gêne pas les gens de ne pas présenter leur poubelle à un rythme plus fréquent qu'une fois tous les 15 jours. On dit souvent que faire trier les biodéchets, ça engendre une espèce de sursaut sur le tri des autres flux, notamment des emballages. Est-ce que vous l'avez observé, tous les deux? Pour nous, c'est évident. Je veux dire, la mise en place de la collecte sélective en porte-à-porte a eu un effet très positif sur la collecte des autres flux. Je ne sais plus, je crois que si je l'avais, je pense qu'on mettra à disposition, vous pourrez le voir, mais on a gagné, je crois, on est aujourd'hui entre 2009 et 2015, je regarde ma collecte sélective, elle est passée de 56 à 78 kg par habitant et par an. Donc c'est évident que c'est ce passage, entre autres, qui a eu un effet bénéfique sur la collecte des emballages et papier carton, journaux, etc. C'est vraiment une vue d'ensemble qu'il faut avoir. C'est pour ça que s'il peut y avoir un tout petit surcoût, mais c'est la même chose, nous sommes aussi en C05 pour les OMR, et en C05 pour la collecte sélective, et en C1 pour le biodéchet. Moi, j'étais prêt à passer en C05 en hiver, parce que nos voisins allemands, on habite à 40-50 km, ils le font. Mais bon, là, encore une fois, c'est les élus qui m'ont dit non, c'est pas très bon politiquement, on va pas y aller. Mais je pense que moi, la population, elle le comprendra sans problème. Alors pour nous, on a gagné 15% sur la poubelle jaune, c'est-à-dire le mélange emballage papier, plus 15% par cette réduction de fréquence des ordures ménagères résiduelles. Je précise, puisque je parlais de 40 kg pour les biodéchets, qu'on a eu historiquement comme cible uniquement les biodéchets de cuisine, pas les déchets verts. Et donc on a toujours distribué des bacs de 35 litres pour décourager le dépôt des déchets verts. Et comme ça marchait moyennement, depuis qu'on est passé en C05 OMR, ça marche tellement bien, mais à la rigueur trop bien, puisque la répétition des vidages des bacs de 35 litres pose un problème pour nos agents. Et donc on est en train de changer définitivement le mode de pré-collecte aussi, en dotant les gens d'un bac de 120 litres, mais à fond surélevé.
qui fait que la cuve fait 60 litres, mais qui est même trop grand encore, mais qui empêche d'y mettre les déchets verts. Voilà, donc on a mécanisé. On est en train d'acheter des bennes compartimentées avec double porte à l'arrière pour faire des collectes simultanées ordures ménagères, biodéchets, et la semaine suivante, recyclable biodéchets. Tout mécanisé avec des bacs à fond surélevé pour les biodéchets. Et c'est ce modèle-là qui, chez nous, a le vent en poupe. Alors nous, on a une autre politique par rapport à ça. En fait, c'est des échanges. C'est qu'en fait, nous, nos bacs, ils font 80 litres et que de toute façon, dans le renouvellement, on va descendre à 40 litres. Encore une fois, les expériences qu'on s'est allé voir dans les autres pays, ce sont souvent des bacs de 30 litres, 40 litres, et on va aller vers ça. Aujourd'hui, on a une tolérance de déchets verts de 20%. On n'y arrive pas tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a une certaine période. Mais s'il y a plus de 20%, mais c'est dû à l'œil, par le Reaper, de toute façon, le bac n'est pas collecté. Donc il y a vraiment une forte incitativité, rien que de faire très attention à ne pas remplir son bac de 80 litres avec du déchet vert, qui ne sera de toute façon pas collecté. Muriel, Olivier, que vous inspire ces témoignages des acteurs de terrain? Déjà, ce sont de très beaux témoignages. On voit depuis ce matin qu'on est en présence de collectivités qui effectivement travaillent depuis longtemps sur ce gisement de biodéchets. Comme le rappelait Nicolas, il y a un gros enjeu sur les biodéchets à venir encore. On parle de déchets résiduels de 150 kg au niveau du SMICMAV, on parle de peut-être 50 kg au niveau du tas de thermique à terme. C'est vrai qu'en moyenne en France, on est quand même à 280 kg de déchets résiduels par habitant. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. Et donc moi, c'est vrai qu'au niveau de la FNAD, on est très favorable à ce tri à la source, à aller chercher ce gisement de biodéchets et notamment avec beaucoup de pragmatisme, c'est-à-dire que c'est vraiment une complémentarité de moyens qu'il faut mettre en œuvre. On n'ira pas mettre de la collecte sélective partout pour aller collecter les biodéchets. Il y a des endroits où elle se justifiera peut-être pas et le tri à la source avec du compostage individuel sera plus pertinent. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une complémentarité de moyens. Ce qui complique un petit peu la définition qu'on pourrait donner du tri à la source, puisqu'on voit qu'il y a certains moyens mis en œuvre qui vont contribuer aux objectifs de prévention et d'autres moyens mis en œuvre qui vont contribuer aux objectifs de recyclage. Or, aujourd'hui, quand on voit qu'on va collecter, on a une quantité de biodéchets par habitant trieur qui peut être quasiment la même partout, mais on a un taux de participation de la population qui va être différent d'un endroit à l'autre. Là, on parlait, je crois, de 30%, de 40% de citoyens qui participent bien à ce tri. Voilà. Et donc, en moyenne, on se retrouve avec des quantités de l'ordre de, pour être assez optimiste, 50 kg lorsque c'est collecté sélectivement, 40-50 kg de biodéchets en collecte sélective, ce qui est un peu la moyenne qu'on voyait dans le benchmark qu'avait fait l'ADEME en 2012 en Allemagne, en Autriche, qui font de la collecte sélective de biodéchets depuis très longtemps. Ils sont, je crois, à 51 kg, 56 kg. Bon, c'est l'ordre de grandeur en moyenne. Et donc on se rend compte que non seulement il faut une complémentarité de moyens sur la partie biodéchets, mais également si on collecte 50 kg par habitant de biodéchets, il reste encore une partie très importante d'ordures ménagères résiduelles à traiter. Et aujourd'hui, par rapport à la loi de transition énergétique, on voit que le tri à la source est la priorité et que pour développer d'autres modes de traitement, il faut un peu démontrer que ce tri à la source est fait, bien fait, alors qu'il est difficilement mesurable ou définissable. Donc ça, c'est une complexité. Si on prend l'exemple en complémentarité de préparer des ordures ménagères résiduelles après tri à la source des biodéchets en CSR, comment on démontre que le tri à la source, si ce n'est pas de la collecte sélective, comment on démontre qu'il est fait suffisamment pour pouvoir développer d'autres solutions. Donc ça, c'est un premier point. De la loi, peut-être. Ouais. Donc ça, c'est quand même un premier point qui méritera d'être analysé avec les expériences futures. Alors, moi, je voudrais insister le sujet sur lequel je voudrais insister en tant que FNAD, c'est, on a parlé rapidement ce matin dans le rappel réglementaire, on a parlé d'un arrêté qui est en cours de préparation de la DGAL, du ministère de l'Agriculture, qui prévoit des dérogations à l'agrément sanitaire pour les déchets de cuisine étable. Alors déjà, les déchets de cuisine étable, ce n'est pas tous les biodéchets.
c'est des déchets qui sortent d'une cuisine, hein, donc ça complexifie un petit peu la collecte, puisque ces dérogations ne seraient pas applicables à tous les biodéchets. Je reviendrai sur la collecte un peu après. Il est prévu également dans cet arrêté pour favoriser le compostage in situ, compostage en pied d'immeuble, il est prévu de déroger à l'agrément sanitaire pour faire du compostage in situ jusqu'à un tonnage de 1 tonne par semaine. Et c'est vrai que depuis ce matin, on parle de qualité. Si on fait du compostage, c'est avant tout pour compostage d'utilisation, c'est pour un retour au sol des composts et pour la valorisation énergétique quand il y a de la méthanisation, mais c'est avant tout pour un retour au sol. Or, on parle de qualité depuis ce matin, on voit qu'il y a un label qualité sur les biodéchets, sur les composts produits à partir de biodéchets collectés sélectivement. On voit qu'il y a aujourd'hui une nouvelle marque, Terom, sur le compost produit à partir de tricompostage, méthanisation d'ordures ménagères résiduelles, dans un objectif toujours de faire de la qualité en vue de ce retour au sol. Or, aujourd'hui, au travers de cet arrêté, ce projet d'arrêté de la DGL, avec ce compostage in situ qui dérogerait à l'agrément sanitaire, qui déroge également au contrôle de installations classées pour la protection de l'environnement, puisque le seuil c'est 2 tonnes par semaine, donc on est bien en dessous. On a une vraie crainte au niveau de la FNAD d'un développement à tout va de ces plateformes de compostage in situ avec des volumes importants, puisqu'une tonne par semaine c'est quand même plus de 50 tonnes par an, et c'est bien au-delà d'un seuil qu'on a défini comme un seuil pro-producteur pour les biodéchets des entreprises. Et donc on est assez opposé à ce seuil très élevé sur le compostage in situ. Et le dernier point, c'est que ce compost, à l'issue de ces plateformes de compostage in situ, on aura bien sûr, on aura dans la plupart des cas pas un compost à la norme, puisqu'il n'y a pas de, sauf parce qu'il y a des analyses sur chaque site et tout ça, mais on n'a pas d'encadrement de ces plateformes qui vont nous assurer que on aura un produit hygiénisé, un produit qui respecte la norme, ce produit ne pourra pas être cédé. Et donc utiliser des quantités aussi importantes in situ, ça nous semble démesuré. Donc en fait, nous on sera assez favorable à ces initiatives. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les collectivités qui sont très positives, les choses sont bien faites, mais à limiter quand même ce seuil à 10 tonnes par an ou un seuil raisonnable. Le 1 tonne par semaine me semble vraiment très important. D'autant plus qu'on ne peut pas céder le compost à la fin. Ces sites de proximité produisent un compost qui va finir dans les jardinières, sur les balcons, enfin, qui aura un usage très, très, très local dans un rayon limité. Oui, mais 50 tonnes si on s'en prend le seuil, je parle bien du seuil, c'est sur des petits volumes, pourquoi pas, mais si on prend le seuil qui est aujourd'hui programmé, il faut ajouter du structurant pour faire du compost. Bon, ça fait quand même des quantités à la fin de l'année relativement importantes pour mettre dans les jardinières. Donc c'est assez... voilà. Et donc là, alors, on entend que ce compost pourrait... ce compost, pas le décompost, puisque ça reste un déchet s'il n'est pas normé, pourrait être utilisé dans des espaces verts. Donc là, attention quand même aux conditions sanitaires sur ces plateformes de compostage in situ, et puis par rapport à l'utilisation ensuite dans des espaces qui peuvent être publics, sur un flux qui n'est pas normé, qui n'est pas forcément un produit. Voilà, donc c'était le point d'alerte. Après, il y a un deuxième point sur la partie collecte par rapport à ces dérogations qui aujourd'hui sont dans le projet d'arrêter. C'est vrai que les dérogations ne concernent que les déchets de cuisine étage, donc pas tous les biodéchets. Et c'est vrai qu'on imagine bien en ville une synergie entre les biodéchets des ménages et les biodéchets des entreprises lorsque la collectivité met en place une collecte sélective de biodéchets des ménages. Par contre, c'est vrai que on a aujourd'hui toute une réglementation depuis 2012 sur les biodéchets des gros producteurs avec un certain nombre de contraintes qui sont la traçabilité donc sur ces biodéchets des gros producteurs, des documents d'accompagnement commerciaux chaque fournée, des attestations annuelles qui ont été introduites par l'arrêté du 10 mars 2016.
On a également un lavage des contenants qui est à la charge du producteur, mais qui souvent est fait par l'opérateur de collecte, puisque souvent on a des suggestions de collecte qui peuvent être différentes, qui peuvent être avec des caisses palettes, qui sont du coup nettoyées, qui sont enlevées, échangées. On fait des échanges, on nettoie, on désinfecte les caisses palettes. On a aussi le lavage des camions de collecte qui est obligatoire. Tout ça, c'est dans la réglementation sanitaire applicable à ces biodéchets des gros producteurs, qui sont des producteurs qui produisent au-delà de 10 tonnes par an. Et donc on pense qu'au niveau de la FNAD, qu'au-delà de 10 tonnes par an, il ne faut pas forcément mélanger avec les biodéchets des mélanges. Il y a quand même tout un ensemble de conditions techniques à respecter pour être dans les règles sanitaires. Il nous semble que autant on peut trouver une synergie pour des entreprises qui produisent des biodéchets, mais des quantités faibles, autant au-delà de 10 tonnes, on pense que ça doit rester quand même fait dans le respect du règlement sanitaire. Peut-être un témoignage par rapport à ça. Nous, sur notre circuit de collecte des biodéchets des ménages, on collecte également des professionnels. On en collecte 130, tout type de collecte de professionnels, traiteurs, restaurateurs, restauration collective et autres. Et sur les 130, il y en a 129 qui sont en dessous des 10 tonnes par an. C'est assez naturellement, et on n'a pas attendu les décrets. Le marché s'est équilibré et les gros professionnels étaient déjà partis du service public. Donc il ne reste que les autres. Donc ça me paraît assez naturel. Et alors ce qui est assez intéressant par contre, vous allez demain matin aller voir votre restaurateur ou votre cafetier du coin et vous allez dire que la semaine prochaine il passe en collecte des déchets. Évidemment, il va vous dire t'es dingue, c'est pas possible. On a proposé une redevance spéciale adaptée avec un tarif particulier pour la redevance spéciale. Grosso modo, on a fait en sorte que ça coûte moins cher de le faire que de ne pas le faire. On a passé 130 professionnels du jour au lendemain et il n'y a aucune difficulté. Tous les métiers arrivent à trier sans difficulté. On dote des moyens, un bac de 120 litres, chemisé dans un bac, enfin un sac en amidon de maïs qui chemise le tout. Mais ça ne pose aucun problème à personne de trier dans les cuisines, dans les cafetières, la restauration collective ou autre. Je préfère le dire, parce qu'on peut le craindre et on peut crier avant d'avoir mal. Si on accompagne le truc, ça marche parfaitement bien, ça fait 10 ans qu'ils le font. J'ai envie d'enchaîner dans le même ordre d'idée. Dans le même ordre d'idée, vous dites qu'il n'y a pas de difficulté à trier quand on est un restaurateur. Et Michel Knorr, vous dites, vous allez même au-delà, vous dites la collecte séparée, c'est tout à fait faisable en habitat collectif, en ville. Là encore, c'est une idée reçue et c'est un obstacle tout à fait surmontable. Alors, oui, je confirme. En fait, c'est pour vous répondre, nous, les gros producteurs, ils ont à aller vers le privé, c'est pas du tout au public de s'occuper des gros producteurs. Donc nous, on n'en a aucun. C'est pas notre job, quoi, je dirais, en tant qu'élu. Voilà. Et puis si c'est pas posé, on n'en collecte aucun. Et puis je suis un peu d'accord avec vous, 1 tonne par semaine, je vois pas très bien en bas d'immeuble. C'est même irréalisable. Quoi. 1 tonne par semaine, c'est 1250 habitants équivalent. Oui. Donc avant de regrouper 1250 habitants sur un seul point de collecte, non, c'est ma commune. Paraît un risque un peu. Enfin, c'est même pas possible physiquement. Quoi. Même physiquement, c'est. Voilà, sachez que je sais pas qui pourrait l'atteindre. Il y a de ce côté-là. Et du coup, pardon. Oui, en habitat collectif. Donc, en habitat collectif, tout n'est pas rose, bien sûr. Donc, nous sommes en train de faire, par exemple, des essais dans certains quartiers d'habitat collectif, puisque nous sommes en porte-à-porte pour tout. Et là, par contre, nous avons installé déjà sur 2 quartiers où nous faisons des essais, mais on part déjà sur un 3e, et je pense que le plus gros quartier que nous ayons sur notre collectivité, on va certainement le faire, c'est juste une histoire de moyens financiers. Donc on a mis des bornes enterrées pour la collecte sélective, pour les OMR, et c'est vrai qu'on est en train d'affiner par rapport au bac de biodéchets qui, eux, sont toujours encore sur les trottoirs. Ça fonctionne, je veux dire, il y a un bac sur 2 qui est refusé à la collecte, donc c'est souvent dommage parce que, y compris dans l'habitat collectif, on se rend compte que beaucoup de gens jouent le jeu et très souvent ils sont souillés uniquement par un objet ou deux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre bac, on met le bac de 80 litres, et sur le bac de 80 litres, quand le ripper vient, il soulève,
Il y a une canette qui a été déposée la nuit par les jeunes qui passent la soirée dans la rue, et le lendemain matin, ce bac n'est pas ramassé, alors qu'en fait il est plein d'une collecte sélective de biodéchets qui est propre, quoi. Donc c'est juste aujourd'hui des adaptations, on est vraiment sur des recherches, on essaie de se renseigner comment ça peut se faire, enfin, voilà. Mais enfin la solution, on va certainement faire un enclos qui sera aussi ouvert avec la carte, puisque pour déposer ces OMR, il faut de toute façon son badge pour ouvrir la traîne. Donc c'est pas... Des commentaires, monsieur Alfassi, monsieur Garnier. Moi j'en ai quelques-uns, oui. Si on tient à une vraie logique d'optimisation de la collecte, et certains peuvent répondre, l'optimisation on pourrait la faire même sans la collecte sélective. Il y a vraiment des gains, on sait tous, il y a des gains à faire sur la collecte. De ce point de vue-là d'ailleurs, Eric en a un peu parlé, le décret collecte est une avancée majeure. C'est-à-dire que le décret collecte, dès lors qu'il donne cet avantage à la collecte sélective des bio, qui est la levée de l'obligation de C1, ça provoque forcément une réflexion de fond sur la C1 dans un certain nombre d'endroits où la C1 est un service cher et pas forcément adapté et inutile. Donc il y a vraiment des choses intéressantes qui se font aujourd'hui sur la collecte. Ce qu'on a, c'est le taux de captage. C'est-à-dire qu'il y a quand même des configurations très différentes entre celles qui captent principalement du biodéchet pur, celles qui élargissent à du déchet vert, celles qui ont beaucoup d'assimilés ménagers, celles qui ont peu d'assimilés ménagers, soit parce qu'elles ont des consignes claires, vous en avez deux différentes là à l'instant, soit tout simplement parce que vous êtes sur des types d'habitats où vous avez beaucoup d'activités économiques ou pas. Et donc forcément, quand on vous sort, je suis qu'à 30 kg par habitant, c'est vraiment pas... Enfin, on va finir à 30 kg, je n'y vais pas parce que 30 kg, si c'est que du bio, c'est déjà pas mal. Par contre, ceux qui vous disent à l'inverse, on arrive à 180 ou 200, il y a un truc qui cloche. Donc voilà, il faut vraiment avoir une lecture du truc en se disant de quel gisement on parle. Des questions, des commentaires, des réactions. Oui, merci. Un commentaire et une question qui se veut volontairement à la fois naïve et insolente. Le commentaire, je reprends ce que disait Nicolas sur le zéro déchet. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un déplacement à San Francisco. Moi, j'y suis allé il y a 1 mois et demi. Si vous voulez toucher de près une stratégie zéro déchet, si vous êtes intéressé par la communication, allez à San Francisco. Si vous voulez vraiment parler de choses sérieuses, n'allez pas à San Francisco. Hein, c'est une honte. Le compost fabriqué à 100 km de San Francisco, loin des yeux, loin du cœur, loin de toutes odeurs, par les déchets de la commune de San Francisco, c'est vrai qu'ils ne payent pas le pétrole très cher, donc ils peuvent emmener leurs déchets très loin, m'a amené à dire que nous étions probablement bien meilleurs que San Francisco et son zéro déchet. Donc je voulais le dire parce que la communication, nous en faisons tous parce qu'il est nécessaire d'en faire pour inciter à la démarche vertueuse, mais la communication a ses limites parce qu'elle peut rapidement atteindre un seuil qui est celui du mensonge éhonté. Partout dans le monde, la référence du zéro déchet, c'est San Francisco. Moi, je s'affirme, j'ai rien contre les Américains que j'adore, que si on veut chercher une référence d'un objectif zéro déchet, il vaut mieux aller en France qu'aller à San Francisco. Ceci dit, le Golden Gate, c'est une superbe vue quand il est totalement dégagé des nuages. La question volontairement naïve et insolente. Attention, parce qu'on voit la prison. Nous venons de vous entendre, c'est une table ronde passionnante, et vraiment merci pour ces 2 témoignages sur la manière d'optimiser la collecte, la prise en charge et l'utilisation de ce qu'on appelle les biodéchets prélevés à la source. Pourquoi ne faites-vous pas de méthanisation? Donc en fait, je réponds pour moi, nous travaillons sur la méthanisation, c'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, je venais de la société civile pour la partie déchets, j'étais politique pour le reste, et de toute façon, la société civile, il y a 15 ans, c'est ce qu'on proposait aux élus. C'est-à-dire, on va vers une méthanisation. Ils n'en ont pas voulu, c'est vrai que le site de compostage existait, c'est pour ça qu'on a continué. Aujourd'hui, et depuis un certain temps, je vais visiter des méthaniseurs pour voir, et on a un projet sur le territoire d'au moins 1, voire 2 méthaniseurs. Pour nous, c'est quelque chose de complémentaire. Je reviens, on parlait d'Italie, puisque je suis allé
2 fois, et j'ai vu sur les mêmes lieux et le méthaniseur et le compostage sur le même lieu. Nous, par exemple, on a assez de surface où on pourrait faire ça. Donc, c'est vraiment pas la méthanisation, je suis totalement. Par contre, je pense que la méthanisation, ça doit être un peu comme l'aciérateur. Je ne connais pas encore assez, mais il faut quand même qu'il marche avec une certaine charge. Le compostage, aujourd'hui, on ne sait pas très bien où vont nos kilos vont peut-être baisser. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose que les kilos de déchets baissent. Donc la méthanisation, il faudra peut-être toujours quand même à peu près l'alimenter, même si c'est en complément de produits qui viennent de l'industrie agroalimentaire, sur le projet qu'on a. Et par contre, le compostage, c'est beaucoup plus facile de moduler. Encore que sur l'année, on n'a pas besoin de nous, mais voilà, pour nous, il y a cette modulation, et elle n'est absolument pas exclue. Je pense que c'est quelque chose de complémentaire. Par contre, pour San Francisco, je peux vous dire que depuis 2-3 ans, quand entre autres je croise la presse ou les médias, je leur dis, je comprends pourquoi vous allez à San Francisco, parce que c'est quand même pas mal, San Francisco, et je vous invite simplement à rester en France et à venir chez moi. C'est assez joli, on a les vignes, on a les Vosges, et je vous montre ce qu'on fait. Et il n'y a rien à voir avec San Francisco. Vous mettrez le nez dans le compost qui sort, vous le prendrez dans vos mains, etc. Vous pouvez rencontrer les agriculteurs, voilà. Ça n'a rien à voir. Et je suis tout à fait sur votre ligne. Mais par contre, on est une petite collectivité, on ne doit pas avoir le personnel pour faire la communication. C'est l'élu qui le fait d'ailleurs, vous voyez. Sur la méthanisation, Éric Buffon. Oui, alors pour nous, c'est complètement à l'étude. Alors, pas la méthanisation sur ordures ménagères brutes, mais de la méthanisation dans des méthaniseurs territoriaux. En fait, nous, on a 200 000 habitants, il n'y en a que 50 000 qui trient au porte-à-porte. Sur une partie du territoire, on ne le fait pas parce qu'on est trop éloigné de notre plateforme de compostage, qui n'est pas au barycentre. Donc, on a résolu la question que tu posais, mais comment on détermine qui va rester en gestion domestique et qui va passer en porte-à-porte, par la question de la densité, tout simplement. Dans le décret collecte, on a un seuil à 2000 habitants. Bon, mais 2000 habitants, ça n'a pas de sens. 2000 habitants sur 100 km², ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux aller chercher 500 habitants concentrés que 2000 éparpillés. Donc nous, on va répondre sur la densité. Donc sur la partie du territoire, on n'a pas de collecte porte-à-porte. On va l'étendre sur les zones denses, peu importe le nombre d'habitants d'ailleurs dans la commune. Et on est en train d'étudier, d'ailleurs c'est une démarche, dans le cadre de notre démarche d'économie circulaire territoriale, avec l'aide de nos 11 intercommunalités et de 3 syndicats d'assainissement, on coordonne une étude de méthanisation et on est en train de déterminer des zones de projet pour élaborer des méthaniseurs qui traitent à la fois nos biodéchets et nos tontes, mais également les sous-produits de l'agriculture et les bouts d'assainissement. Ça pose donc, M. Duformy, le tonnage global de votre collecte sélective de biodéchets, parce qu'il y a des chiffres qui sortent de tonnage par kilo. Donc, c'est ma première question. Et la deuxième, sur la collecte des entreprises que vous collectez en biodéchets, avez-vous eu l'obligation de demander l'agrément sanitaire, s'il vous plaît? Et également, la troisième question, les tonnages compost issus de ce biodéchet. On produit 1500, donc il y a 1500 tonnes entrantes, et vous savez que bon, c'est des cuisines, hein, il y a 2 portions de broyade déchets verts pour une biodéchet, et on produit avec le rendement est de 40%, le reste c'est de l'évaporation, on produit 700 tonnes de biodéchets. Le rendement de production, on a des chiffres sur notre rapport annuel, vous allez voir 30 kg de biodéchets en moyenne. Mais on a aujourd'hui 2 zones de collecte différentes. On a une zone où on est encore en C1 OMR, qu'on est en train de basculer en C05, et on a la zone en C05 OMR. Sur la zone en C1 OMR, on est plutôt sur un petit 20 kg, et sur la zone en C05 OMR, on est à 40 kg. Voilà pourquoi on peut avoir des chiffres un peu discordants. Moi, je retiens les chiffres de nos zones qui illustrent probablement le canon de la collecte pour nous, c'est-à-dire le C05 OMR avec donc 150 kg d'OMR sur ces zones-là, mais la moyenne sur notre territoire est de 220 kg d'OMR. Ouais. Tu es quand même dans un territoire plutôt rural, faut le dire. Mixte rural. Mixte rural. Oui. D'accord. Tout à l'heure, quand tu parlais de zone dense, d'ailleurs, tu parlais de quel type de zone dense? Bon, c'est Libourne, par exemple, nous, la ville-centre, c'est Libourne, donc c'est 25 000 habitants, donc voilà, une ville moyenne, et c'est la collecte des déchets de cette périphérie-là pour les plus denses, et puis les zones pavillonnaires à côté. Et puis concernant les obligations, alors dont on ne sait trop d'ailleurs si elles vont arriver ou pas, puisqu'on parle maintenant de dérogation
réaction, mais on est en train d'étudier la faisabilité d'obtenir un agrément sanitaire pour notre plateforme de compostage, qui ne nous soucie pas spécialement pour la pré-collecte et la collecte, qui ne nous soucie pas trop pour la montée en température sur la plateforme de compostage, parce qu'on monte déjà facilement à 70 degrés, on est en aération forcée, c'est pas un problème. Qui nous soucie plus sur la gestion des flux sur la plateforme de compostage, avec des règles de lavage, selon qu'on ait pris un flux plutôt qu'un autre. Voilà. Donc on en étudie la conséquence. S'il faut y passer, on y passera. D'accord, je vous remercie. Donc c'est bien 1500 tonnes pour 200 000 habitants. Donc ça, c'est le chiffre que je retiens. Donc beaucoup d'efforts aussi de collecte pour le biodéchet, pour peu de volume collecté sur l'ensemble de la population. Alors, d'abord parce que sur 200 000 habitants, il n'y a que 50 000 habitants qui sont concernés. Sur 50 000 habitants, je le répète, il y a deux zones différentes. Maintenant, il y a ceux qui sont restés en C1 OMR, où la participation est plutôt assez faible. Je suis très honnête avec vous, je vous ai parlé au début d'erreurs. On est en train de recalibrer tout ça. Je veux dire, on le fera plus. Un C1 OMR avec du biodéchet classique, on le fera plus. Et on a l'autre partie de ce territoire, parmi les 50 000 habitants, on a à peu près 10 000 habitants qui sont en C05 OMR. Et on en passe 22 000 supplémentaires en C05 OMR l'année prochaine, en 2017, à partir du mois de mars. C'est vraiment c'est ça que je retiens, c'est pas les résultats d'une organisation pensée, mise en place il y a 10 ans, pensée il y a 15 ans. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la table ronde suivante. Non, sans remercier les intervenants, merci beaucoup.